Bonjour, je m'appelle David Coleman, j'ai 35 ans. Je suis assis ici, au milieu d'une petite ferme apicole dans la campagne de l'Oregon, à écouter le bourdonnement des ruches. Le doux parfum du miel se mêle à l'arôme de l'herbe sèche et de la terre, comme si le monde entier respirait avec moi. Les abeilles bourdonnent, chacune avec un but, une mission, et je me reconnais en elles. Un homme qui a vécu par devoir pour sa famille, même si cette famille m'a brisé le cœur plus de fois que je ne peux le compter. Mon histoire n'a pas commencé ici, au milieu des ruches et des champs verdoyants. Elle a commencé bien avant, dans une petite ville près de Portland, où j'ai grandi avec de grands rêves et le cœur lourd d'obligations. Je suis né dans une famille de la classe moyenne. Notre maison se trouvait au bout d'une rue appelée Belmont, où, en automne, les feuilles rougissaient comme un feu de cheminée le long du porche. Notre maison était une maison à 2 étages peinte en blanc avec une clôture en bois décolorée par le temps. Mon père, James Coleman, était employé de banque, les cheveux poivre et sel, toujours impeccablement habillé, mais le regard perpétuellement froid, comme s'il calculait tout dans sa tête. Il était grand, mince, avec un nez crochu qui lui donnait un air plus sévère que nécessaire. Ma mère, Linda, était tout le contraire. Elle adorait les robes à fleurs éclatantes, ses cheveux bouclés en ondulations dorées, mais sa personnalité était vive et critique. Elle travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure, mais passait le plus clair de son temps à faire du shopping ou à sortir avec ses amis. Ils n'étaient pas pauvres, mais leur façon de dépenser l'argent me mettait toujours mal à l'aise. J'avais un petit frère, Marc, de 4 ans mon cadet. Marc était un enfant intelligent et timide, avec de grands yeux ronds, qui me regardait toujours comme si j'étais son héros. Nous avons grandi dans une maison remplie de rires, mais aussi de disputes. Mes parents n'étaient pas du genre à économiser. Ils ont contracté des emprunts pour acheter de nouvelles voitures alors que les anciennes fonctionnaient encore parfaitement, ont organisé des fêtes somptueuses pour les montrer aux voisins et n'ont jamais pensé à économiser pour l'avenir. Marc et moi, bien que jeunes, avons vite appris à vivre différemment. Nous partagions les responsabilités. Je tondais la pelouse et faisais la vaisselle pendant que Marc nettoyait la maison et faisait la lessive. Nous ne voulions pas accabler davantage nos parents. Même si parfois je me demandais s'ils se souciaient vraiment de nous. À 18 ans, j'ai été à un tournant décisif. Je ne voulais pas rester dans cette ville où tout semblait prédestiné. Je voulais faire quelque chose de grand, de significatif, et surtout, je voulais aider ma famille à trouver la stabilité. J'ai donc décidé de m'engager dans l'armée américaine. Le jour où j'ai signé les papiers d'engagement, mes parents ont simplement hoché la tête comme si c'était une évidence. Marc a été le seul à me serrer fort dans ses bras en murmurant « Fais attention, David ». J'ai souri, lui ai ébouriffé les cheveux et lui ai promis de revenir bientôt. L'armée n'était pas un rêve rose. Les journées d'entraînement exténuantes au camp d'entraînement m'ont épuisé, mais elles ont aussi fait de moi un homme discipliné et résilient. J'ai appris à rester calme sous la pression, à travailler en équipe et à faire passer mes objectifs avant la peur. Mes camarades, des jeunes hommes venus des 4 coins du pays, sont devenus ma seconde famille. Nous avons partagé des histoires sur nos villes natales, nos rêves et nos peurs. Je leur ai parlé de Marc, de son rêve d'aller à l'université, et j'étais fier de dire que je l'aiderais à le réaliser. Chaque mois, j'envoyais la majeure partie de mon salaire à mes parents. Je considérais qu'il était de mon devoir d'assurer la stabilité de la famille, de payer les factures et de veiller à ce que Marc ait une chance de faire des études. Mes parents ne me remerciaient jamais, mais je me disais qu'ils avaient besoin de moi. Ils m'écrivaient des lettres, m'appelaient pour me parler de problèmes familiaux, de factures d'électricité en hausse, d'une voiture en panne ou de maman qui avait besoin d'une nouvelle robe pour une fête. Je n'ai jamais refusé. J'envoyais de l'argent, parfois la totalité de mon modeste salaire, ne gardant que le strict nécessaire. Marc, dans ses lettres manuscrites, me remerciait toujours. Il disait que grâce à moi, il pouvait se concentrer sur ses études et rêver d'un avenir meilleur. Ces lettres étaient ce qui me permettait de tenir le coup. Mais les choses ont commencé à changer. Après une retraite anticipée, mes parents sont devenus encore plus dépendants de moi. Ils ont arrêté de travailler, mais leurs dépenses sont devenues plus inconsidérées. Ils ont acheté un téléviseur grand écran, sont partis en voyage à Las Vegas et ont même emprunté de l'argent pour rénover la maison. J'ai commencé à recevoir des appels pour réclamer davantage, non pas pour payer les factures, mais pour aider mes parents à vivre plus confortablement. J'ai essayé d'expliquer que ma solde de soldat n'était pas suffisante, mais ma mère s'est contentée de rire au téléphone en disant « Tu es le fils aîné, David. Tu dois prendre soin de la famille. » Ces mots ont mis à mal mon amour-propre,
mais j'ai quand même envoyé de l'argent. Je me souviens d'une fois, alors que j'étais en permission et que je suis rentré à la maison, j'ai découvert que mes parents avaient utilisé l'argent que j'avais envoyé pour acheter une nouvelle voiture. Ils l'ont conduite à travers la ville pour se pavaner devant tout le monde, tandis que Marc devait travailler à temps partiel dans un fast-food pour payer ses manuels scolaires. J'étais furieuse pour la première fois de ma vie. Cet argent était pour la famille, pas pour une voiture, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Mon père a simplement haussé les épaules et ma mère s'est détournée en marmonnant quelque chose à propos de mon manque de respect. Marc m'a entraîné dehors, s'excusant en leur nom, mais j'ai vu la honte dans ses yeux. Je l'ai serré dans mes bras, lui ai dit que tout irait bien, mais au fond de moi, une fissure s'était creusée dans mon cœur. Les années dans l'armée ont passé vite. J'ai été promu et on m'a confié des tâches plus importantes, mais la pression est devenue plus forte. Je commençais à ressentir de l'épuisement, non seulement physique, mais aussi mental. Chaque fois que je recevais une lettre de chez moi, j'éprouvais à la fois de l'espoir et de la peur. L'espoir que mes parents changeraient, qu'ils apprécieraient ce que je faisais. Mais la peur l'emportait toujours. La peur qu'ils ne me voient que comme une machine à sous. Malgré tout, j'ai persévéré pour Marc, pour la promesse que je m'étais faite de ne pas laisser notre famille s'effondrer. J'ignorais. Alors que ces années n'étaient que le prélude à une tempête plus grande encore. Ma vie, déjà marquée de blessures invisibles, allait être bouleversée par un événement que je n'aurais jamais pu prévoir. Cette année-là, j'avais 27 ans, au sommet de ma carrière militaire. On m'avait assigné une mission au Moyen-Orient, une région poussiéreuse et dangereuse où les tirs et la fumée étaient les seules choses sur lesquelles on pouvait compter. Notre mission consistait à escorter un convoi de ravitaillement sur une route isolée, souvent prise en embuscade par des groupes d'insurgés. J'avais effectué des missions comme celle-ci des dizaines de fois, et chaque fois, je me disais d'être prudent, que je survivrais, que je retournerais auprès de Marc, auprès de ma famille. Mais cette fois, tout était différent. Nous sommes partis par un après-midi étouffant, le soleil brûlant tout sous sa lumière rouge ardente. J'étais dans le 1V de tête, consultant la carte, communiquant avec mon équipe par radio. Mon camarade Jack, un Texas au sourire toujours plaqué, racontait une histoire à propos de sa nouvelle petite amie. J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère. Mais au fond de moi, un malaise persistait. La route était trop silencieuse, pas une âme en vue, seulement le sifflement du vent dans les dunes de sable. Puis c'est arrivé. Une explosion assourdissante a déchiré l'air. J'ai juste eu le temps d'entendre Jack crier avant que le 1V ne se retourne. Tout a basculé dans le chaos. Fumée, feu, le crépitement incessant des coups de feu. J'ai ressenti une douleur fulgurante à la jambe droite, comme si quelqu'un me déchirait le corps. J'ai rampé hors des décombres, entraînant Jack avec moi, mais il était immobile, les yeux fixés dans le vide. J'ai crié son nom, lui ai secoué les épaules, mais il n'y a eu aucune réponse. Le sang de mes jambes a trempé le sable et j'ai commencé à perdre connaissance. La dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit d'un hélicoptère de secours et une voix lointaine qui m'appelait. Coleman, tiens bon. N'abandonne pas. Je me suis réveillé dans un hôpital militaire, les lumières blanches aveuglantes me forçant à plisser les yeux. Un médecin se tenait à côté de moi, d'une voix calme et posée, m'informant que j'avais perdu ma jambe droite sous le genou. Un éclat d'obus de l'explosion avait déchiqueté os et muscles, et il ne pouvait pas la sauver. On allait me poser une prothèse, me renvoyer chez moi et me faire sortir de l'hôpital en raison de mon état. J'écoutais, mais je ne comprenais pas tout, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Moi, David Coleman, l'homme capable de courir 8 km sans s'arrêter, qui transportait 23 kilos de matériel à travers le désert, j'étais maintenant. Les jours à l'hôpital se sont confondus. On m'a donné des analgésiques, les infirmières m'ont soigné avec diligence. Mais dans mon esprit, les images de l'explosion tournaient en boucle. La déflagration, le visage de Jack, l'impuissance de ne pas pouvoir le sauver. J'ai commencé à faire des cauchemars, non seulement la nuit, mais même éveillé. Un bruit fort, comme une porte qui claque ou le passage d'un camion, suffisait à me faire sursauter. Le cœur battant, la sueur coulant comme si j'avais été aspergé d'eau. Les médecins ont appelé ça un syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Ils m'ont prescrit des médicaments et m'ont suggéré de consulter un thérapeute, mais j'ai refusé. Je pensais pouvoir continuer comme je l'avais toujours fait. À 28 ans, j'ai été libéré et je suis retourné dans l'Oregon. Je ne savais pas à quoi m'attendre en rentrant. Peut-être un câlin de maman, un mot d'encouragement de papa, ou au moins,
un endroit où je pourrais guérir. Je suis rentré à la maison de Belmont Street avec un sac à dos, une prothèse de jambe maladroite et le cœur lourd. C'est Mark qui est venu me chercher à l'aéroport. Il était plus grand maintenant, il n'était plus le gamin maigrichon d'avant. Quand il m'a vu avec des béquilles, ses yeux se sont embués de larmes, mais il a esquissé un sourire et m'a serré fort dans ses bras. « Tu es de retour, David. Tout ira bien, dit-il. » J'ai hoché la tête, mais intérieurement, j'hésitais. Au début, mes parents ont fait preuve de compassion. Maman m'a serré dans ses bras en sanglotant, me disant combien elle avait été inquiète en apprenant que j'étais blessé. Papa m'a tapoté l'épaule, m'a traité de héros, mais son regard était toujours aussi froid. Ils m'ont aménagé une petite chambre au rez-de-chaussée, car je ne pouvais pas monter les escaliers facilement. Les premiers jours, je me suis senti aimé, entouré. Maman préparait la soupe. Papa me racontait des histoires de la ville. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour nous de guérir. Mais la réalité est toujours plus cruelle que l'espoir. En quelques mois, j'ai remarqué que l'attitude de mes parents avait changé. Ils ont arrêté de me poser des questions sur ma santé. Ils ont arrêté de se soucier des cauchemars qui m'empêchaient de dormir. Au lieu de cela, ils ont commencé à se plaindre. « David, tu ne peux pas rester allongé là toute la journée. » Maman disait que même si j'essayais de faire des petites tâches ménagères, faire la vaisselle, plier le linge, même passer la serpillière avec une prothèse, je commençais encore à m'y habituer. « Tu étais le soutien de famille, et maintenant ? Tu ne gagnes plus rien, m'a dit papa sans ménagement lors d'un dîner. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Je leur donnais encore l'intégralité de ma pension militaire, même si ce n'était pas grand-chose, mais pour eux, ce n'était jamais suffisant. J'ai essayé de ne pas m'appesantir là-dessus. J'ai essayé de trouver du travail pour prouver que je n'étais pas inutile. J'ai trouvé un emploi d'agent de sécurité dans un supermarché du coin. Mais les crises de panique dues au syndrome de stress post-traumatique m'ont empêché de rester. Un jour, le bruit des feux d'artifice d'un festival voisin m'a fait m'effondrer au milieu du magasin, le cœur battant, la sueur ruisselant sur mon visage. J'ai été renvoyé la semaine suivante. Quand j'en ai parlé à papa, il a juste souri. « Tu étais soldat et maintenant tu as peur des feux d'artifice. » C'est pathétique. Les choses ont dégénéré un soir de Noël, quand la famille s'est réunie autour de la table du dîner. J'avais essayé de faire de cette soirée une fête. J'ai acheté des cadeaux à mes parents, rassemblant chaque centime de ma pension. Mais quand je les ai tendus, une écharpe tricotée pour maman et une montre bon marché pour papa, maman m'a regardé avec dédain. « Tu crois que ça compense ? Tu n'es plus le David dont nous étions fiers autrefois, a-t-elle dit d'une voix glaciale. Papa a ajouté, si tu ne peux pas contribuer à cette famille, tu ferais mieux de partir. On n'a pas besoin d'un fardeau inutile ici. Je suis resté assise là, abasourdie, avec l'impression que le monde s'écroulait. Mark a essayé de me défendre, mais maman l'a interrompu. Mark, reste en dehors de ça. Ton frère n'est plus un héros. J'ai regardé Mark dans les yeux, je l'ai vu trembler de colère et d'impuissance, mais j'ai secoué la tête, lui faisant signe de se taire. Je ne voulais pas que les choses empirent. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages, juste un sac à dos, quelques vêtements et une photo de moi et Mark quand nous étions enfants. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai quitté discrètement la maison pour laquelle j'avais sacrifié ma jeunesse. En sortant, l'air était glacial, la neige tombait légèrement. Mais je ne ressentais qu'un vide dans ma poitrine. J'avais perdu non seulement une partie de mon corps, mais aussi ma famille, ou du moins ce que je croyais être ma famille. Je ne savais pas où j'irais, seulement que je ne pouvais pas rester. Une pensée me trottait dans la tête. Grand-père Henry. Il vivait seul dans une petite ferme apicole dans la campagne de l'Oregon, à quelques heures de route. Je n'étais jamais proche de lui, car mes parents gardaient toujours leur distance. Mais je me souvenais des rares fois où je le voyais, un homme gentil au sourire chaleureux et aux mains calleuses à force de travail. J'ai envoyé un texto à Mark pour lui dire que tout irait bien et j'ai pris un bus en direction de chez grand-père. Tandis que le bus avançait, j'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières scintillantes de Noël s'estomper au loin. Je n'ai pas pleuré, mais mon cœur était brisé. J'avais tout donné, ma jeunesse, ma santé, une partie de mon corps pour préserver ma famille, mais au final, je n'étais qu'un fardeau. Pourtant, dans cette obscurité, j'ignorais qu'une petite lueur d'espoir m'attendait. Une ferme apicole,
un grand-père et un nouveau voyage pour me redécouvrir. Le bus roulait sur la route de campagne cahoteuse, m'emmenant dans une région reculée de l'Oregon rural. Je n'avais emporté que peu de choses, juste un sac à dos avec quelques vêtements et des fragments de souvenirs. Ma prothèse de jambe raclait le siège, grinçant à chaque balancement du bus, me rappelant constamment que je n'étais plus le David Coleman d'avant. J'avais appelé grand-père Henry avant de monter, d'une voix hésitante, lui disant simplement que j'avais besoin d'un endroit où dormir. Il ne demanda pas grand-chose, se contentant de répondre « Viens, David. Ma porte est toujours ouverte. » Sa voix chaude et posée était sans jugement, et cela fit naître en moi une faible lueur d'espoir. Lorsque le bus s'arrêta à une minuscule gare au milieu de nulle part, je vis grand-père debout, adossé à un vieux pick-up, sa casquette de baseball enfoncée sur les yeux. Il était plus maigre que dans mes souvenirs, ses cheveux étaient désormais tout blancs, son visage creusé de rides, telle la carte d'une vie difficile. Mais quand il m'a vu, son sourire s'est illuminé comme le soleil au cœur de l'hiver. « David, tu as tellement grandi », a-t-il dit en s'avançant pour me serrer dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte, maladroitement, essayant de garder l'équilibre sur ma prothèse. Il n'en a pas parlé, n'a pas montré de pitié, m'a juste tapoté l'épaule et m'a dit « Monte dans le camion. » Rentrons. La ferme apicole de grand-père était à quelques kilomètres, nichée au milieu de champs verdoyants et de pins majestueux. Sa maison en bois était petite mais confortable, avec une véranda bordée de chaises en bois et de pots de fleurs sauvages. Tout autour, des dizaines de ruches soigneusement disposées, les abeilles bourdonnant inlassablement, créant une étrange symphonie naturelle. Je n'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit pareil, loin du tumulte de la vie, loin des souvenirs de la guerre et de la trahison de ma famille. Mais en descendant du camion, humant le doux miel et entendant le bourdonnement des abeilles, j'ai ressenti une étrange sensation de paix, comme si mon cœur pouvait se reposer, ne serait-ce qu'un instant. Les premiers jours à la ferme n'ont pas été faciles. Les cauchemars me hantaient encore. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant, persuadé d'être de retour dans le désert, entouré de fumée et de coups de feu. Grand-père m'entendait souvent crier dans la nuit. Il ne frappait jamais à ma porte ni ne pleurait, mais il laissait discrètement une tasse de thé chaud devant ma chambre le lendemain matin. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne parlait jamais de mes cauchemars. Il m'a regardé, les yeux pleins de compréhension, et m'a dit « David, chacun a ses propres combats. Je ne peux pas mener les tiens à ta place, mais je peux être là avec toi. » Ces mots simples et sincères m'ont bouleversé. Grand-père Henry était un homme de peu de mots, mais chacun avait du poids. Il m'a parlé de la ferme apicole, de ses débuts dans l'apiculture, jeune, après avoir perdu grand-mère. « Les abeilles sont des créatures remarquables, dit-il, les yeux illuminés en me montrant les ruches. Elles travaillent ensemble. Personne n'est égoïste. Personne n'abandonne les siens. Si vous les écoutez, leur bourdonnement vous apprendra à vivre. » Je n'avais pas bien saisi ce qu'il voulait dire, mais je commençais à l'aider, à vérifier les ruches, à remplacer les cadres en bois et à apprendre à manipuler les abeilles malades. Le travail était lent, exigeant de la patience, mais étrangement, il me calmait. Le bourdonnement régulier et rythmé des abeilles était comme une méditation, m'aidant à oublier mes souvenirs douloureux. Un après-midi, alors que nous étions assis sur la véranda à siroter un café en regardant le coucher du soleil, grand-père parla soudain de mon père, James. « Mon fils n'a pas toujours été comme ça, dit-il d'une voix lourde de tristesse. Mais quand il a épousé ta mère, Linda, tout a changé. Ils vivaient pour eux-mêmes, ont pris mes économies pour dépenser sans compter. Je leur ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais su que mes parents avaient trompé grand-père, lui prenant les économies qu'il avait mises toute sa vie. Mais il n'était ni en colère ni amer. Il souriait simplement, caressait le vieux chat sur ses genoux et disait « La vie est trop courte pour garder rancune, David. Tu dois apprendre à lâcher prise. » Ces mots me firent réfléchir. J'étais en proie à la colère et à la douleur depuis mon départ de la maison. Chaque fois que je pensais à mes parents, j'avais l'impression qu'on me serrait la poitrine. Mais ici, auprès de grand-père, je commençais à ressentir quelque chose de différent. Non pas le pardon, mais la liberté. Libéré des attentes, des fardeaux que j'avais portés trop longtemps. Le travail à la ferme apicole devint peu à peu un baume pour mon âme. J'appris à prendre soin des abeilles, à savoir si une ruche était en bonne santé ou si elle avait besoin d'aide. Grand-père m'apprit à récolter le miel, à retirer délicatement les cadres des ruches sans effrayer les abeilles.
La première fois que j'ai tenu un cadre débordant de miel, dont la lumière dorée scintillait au soleil, j'ai ressenti une joie légère mais sincère. Tu as bien fait, dit grand-père, et je réalisais que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me félicitait sans condition. Mais tout ne s'est pas toujours bien passé. Certains jours, mon syndrome de stress post-traumatique est revenu, féroce et impitoyable. Un jour, alors que je travaillais au champ, le bruit d'un moteur d'avion au-dessus de ma tête m'a fait paniquer. J'ai laissé tomber un cadre de ruche et je me suis effondré au sol, la tête entre les mains, à bout de souffle. Grand-père a couru vers moi, sans rien dire, s'est contenté de rester assis à côté de moi, la main sur mon épaule, jusqu'à ce que je me calme. Je vais bien, ai-je murmuré, honteuse de ma faiblesse. Mais il a juste secoué la tête. Personne ne s'attend à ce que tu sois fort tout le temps, David. Continue d'essayer. Ça suffit. Petit à petit, je me suis découvert une passion pour l'apiculture. J'ai commencé à lire des livres sur les abeilles, à apprendre comment elles communiquent, protègent leurs ruches et survivent aux hivers rigoureux. J'ai réalisé que, comme les abeilles, j'essayais de survivre. Pas seulement à la guerre, mais aussi aux blessures de mon cœur. Chaque jour, je me sentais un peu plus fort. Même si ma prothèse me faisait mal quand le froid se faisait sentir et que des cauchemars me ramenaient encore parfois au désert. Grand-père ne m'a pas seulement appris à connaître les abeilles, il m'a appris à vivre. Il vivait simplement, exigeant peu, mais trouvait toujours de la joie dans les petites choses. Un pot de miel frais, une soirée à écouter de vieux disques, ou une pluie qui rendait les champs plus verts. J'ai commencé à suivre son exemple, trouvant de la joie dans des choses simples comme m'asseoir sur la véranda, écouter les abeilles et sentir la brise fraîche sur mon visage. Un soir, alors que nous dînions, juste des sandwichs et de la purée de pommes de terre, grand-père m'a soudain demandé, « Tu penses parfois à l'avenir, David ?» J'ai hésité. L'avenir était pour moi un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'avais perdu trop d'amis, trop de santé, trop de famille pour penser à ce qui m'attendait. Mais il m'a regardé, les yeux brillants, et m'a dit, « Cette ferme est petite, mais elle a du potentiel. Si tu veux, on pourrait l'agrandir ensemble. » Pour la première fois, j'ai senti que j'avais un nouveau but, une raison de me lever chaque matin. J'ai commencé à rêver d'agrandir la ferme, pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour construire mon propre projet. J'ai parlé à grand-père de l'utilisation de la technologie, des capteurs pour surveiller la santé des ruches, de l'équipement automatisé pour la récolte du miel. Il a ri, a hoché la tête et a dit, « Vas-y, David. Je crois en toi. » Ces mots furent comme une petite flamme illuminant un coin sombre de mon cœur. Dans les mois qui suivirent, je me suis plongé dans la recherche. Je me suis renseigné sur les technologies apicoles modernes, j'ai regardé des vidéos en ligne et j'ai même contacté quelques experts de l'Oregon. J'ai commencé à expérimenter, en installant des capteurs simples pour mesurer la température et l'humidité dans les ruches. La première fois qu'un capteur nous a alerté d'une ruche en difficulté, grand-père et moi avons sauvé la colonie avant qu'elle ne tombe malade. Il m'a tapoté l'épaule en riant aux éclats. « Tu es un vrai soldat, tu trouves toujours le moyen de gagner. » Mais les progrès technologiques n'étaient qu'une partie du chemin. J'ai compris que si nous voulions que la ferme se développe, nous devions commercialiser nos produits. Le miel de grand-père était exceptionnel, sucré, riche, avec la saveur caractéristique des fleurs sauvages de l'Oregon, mais il n'en vendait qu'à quelques locaux, principalement en échange de légumes ou de pain. Je voulais plus. Je voulais que Coleman Honey devienne une marque reconnue, non seulement en Oregon, mais au-delà. J'ai commencé par les réseaux sociaux, un monde qui m'était complètement étranger, un vétéran de 30 ans, j'ai créé des comptes Instagram et YouTube pour la ferme, que j'ai baptisé Coleman Honey Farm. Au début, j'étais maladroit, ne sachant ni filmer ni monter des vidéos. Je me souviens de la première fois où j'ai tenu mon téléphone pour filmer grand-père en train de récolter du miel. Mes mains tremblaient tellement que l'image était floue. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai appris à utiliser un logiciel de montage simple, j'ai écrit de courts articles sur le processus apicole et j'ai partagé mon histoire. Un vétéran trouvant un nouveau sens à sa vie parmi les abeilles. Je n'ai pas approfondi les détails de mon syndrome de stress post-traumatique ni de la trahison de ma famille, mais j'ai parlé de mon cheminement vers la guérison, de la façon dont le bourdonnement des abeilles m'a aidé à trouver la paix. Les premières publications et vidéos n'ont eu que quelques vues, principalement de la part des voisins et des amis de grand-père. Puis, une courte vidéo de grand-père et moi inspectant des ruches au coucher du soleil est devenue virale. Quelqu'un l'a partagée dans un groupe de produits bio et, du jour au lendemain, elle a accumulé des centaines de vues.
J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus demandant à acheter notre miel ou s'enquérant de nos activités. J'ai pris soin des abeilles. Quelqu'un a même écrit « Votre histoire m'inspire. Merci de la partager ». J'ai lu ce message sur le porche et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment valorisé. Grand-père et moi avons commencé à conditionner le miel dans de petits pots en verre, en les étiquetant « Miel Coleman », avec un logo simple de ma création, une abeille sur un champ vert. Nous avons vendu via Instagram sur les marchés de producteurs locaux et avons même reçu des commandes des États voisins. L'argent a commencé à rentrer. Pas beaucoup, mais suffisamment pour acheter du matériel et agrandir le nombre de ruches. Grand-père, bien que septuagénaire, travaillait sans relâche, et je voyais bien qu'il était plus heureux que jamais. « Tu as réalisé mon rêve », m'a-t-il dit un jour alors que nous comptabilisions les recettes du mois. J'ai secoué la tête et répondu « Non, grand-père. Je ne fais que poursuivre ton rêve. » En un an, notre ferme apicole a connu une croissance dépassant tout ce que j'avais imaginé. Nous avons embauché 2 employés, une jeune femme nommée Sarah, passionnée d'agriculture biologique, et un homme nommé Tom, qui avait travaillé dans une ferme voisine. Ils ont apporté une énergie nouvelle, et j'ai commencé à comprendre que la ferme n'était pas seulement pour mes grands-pères et moi. C'était une petite communauté. Nous avons bâti une marque. Le miel Coleman est devenu un favori des magasins bio, et nous avons commencé à expédier en Californie, dans l'État de Washington, et même quelques petites commandes au Canada. Mais la croissance n'était pas seulement une question d'argent ou d'échelle. Pour moi, il s'agissait de retrouver confiance en moi, de retrouver ma confiance en moi. Les crises de panique liées au syndrome de stress post-traumatique persistaient, mais elles étaient de moins en moins fréquentes. Certains jours, un bruit fort me faisait sursauter, ou je me réveillais en sueur froide, mais le travail à la ferme me maintenait les pieds sur terre. Debout dans les champs d'abeilles, écoutant leur bourdonnement régulier, j'avais l'impression de me battre, non pas avec des armes ou des balles, mais avec les blessures de mon cœur. Grand-père était mon professeur, mon ami, ma vraie famille. Il ne m'a jamais poussé à être fort, mais sa présence m'a donné envie de devenir la meilleure version de moi-même. Un jour, alors que je tournais une vidéo sur l'inspection des ruches, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marc. Il avait obtenu son diplôme universitaire, travaillait à Seattle et voulait me rendre visite. « David, j'ai vu ta ferme sur YouTube. Je suis fier de toi », m'a-t-il écrit. J'ai souri, le cœur chaud. Marc était le seul membre de la famille avec qui je gardais encore contact, même si c'était avec parcimonie. Je lui ai répondu par SMS, l'invitant à venir, avec l'espoir que nous pourrions nous reconnecter. Quelques semaines après le message de Marc, je me tenais sur le porche, regardant le chemin de terre menant à la ferme, le cœur battant comme un enfant attendant un cadeau de Noël. Marc avait promis de venir ce week-end-là, et c'était aujourd'hui. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, un câlin, une conversation gênée, ou simplement le silence réconfortant de 2 frères séparés depuis trop longtemps. Mais au fond de moi, j'aspirais à renouer le lien avec lui. Le seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment comprise. Lorsque la voiture de location de Marc est arrivée dans la cour, soulevant la poussière sous le coucher de soleil, je l'ai vu en sortir, plus grand que dans mes souvenirs, vêtu d'une chemise bleu clair et arborant le même sourire éclatant que celui de notre enfance. « David », m'appela-t-il en courant me serrer fort dans ses bras. Je le serrai contre moi, sentant la force de son étreinte. Et à cet instant, toute la distance, toutes les années qui nous séparaient, semblèrent s'évanouir. « Bienvenue à la maison, mon garçon », murmurai-je d'une voix tremblante. Marc rit d'un air espiègle en me donnant un coup d'épaule. « À la maison ? Tu as transformé cette ferme en un empire apicole. » Grand-père Henri se tenait à la porte, souriant chaleureusement, les yeux pétillants en nous observant. « Entre, Marc, dit-il d'une voix douce. J'ai des travers de porc glacé au miel qui vont te faire tomber à la renverse. Vous feriez mieux de manger. » Nous entrâmes dans la petite maison en bois où l'odeur de viande rôtie et de purée de pommes de terre se mêlait à celle du pain de la cheminée. La table était dressée simplement mais chaleureusement, avec un pot de miel Coleman au centre, comme un symbole de ce que nous avions construit. Le dîner commença par des rires et des anecdotes. Marc parla de la vie à Seattle, de son travail dans une entreprise technologique et de la lecture de mes publications Instagram. Je ne plaisante pas, David. Je me suis vanté auprès de mes collègues de mon frère, le magnate du miel, dit-il, me faisant rire. Grand-père intervint en racontant la fois où j'avais laissé tomber un cadre de ruche alors que j'apprenais à récolter,
et nous avons tous les trois ri aux larmes. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment à ma place parmi ces gens. Non par devoir, mais par amour. Au milieu du dîner, Mark se tut, me regardant d'un air sérieux. « David, je suis désolé, dit-il à voix basse. À l'époque, à la maison, je ne t'ai pas défendu. Je savais que papa et maman te traitaient très mal, mais j'avais trop peur pour faire quoi que ce soit. » Je secouai la tête et posai une main sur son épaule. « Mark, tu étais jeune et tu as fait tout ce que tu pouvais. Je ne te blâme pas, » il hocha la tête, les yeux rouges, et je sus que la blessure entre nous commençait à se refermer. Grand-père, comme d'habitude, ne dit pas grand-chose, mais ses yeux brillaient de fierté en nous regardant. Il leva un verre de cidre maison et dit, un toast. Aux fissures qui se réparent et aux malentendus qui s'estompent, nous trinquâmes. Et à cet instant, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue. Le dîner se termina par des histoires d'abeilles, d'avenir de la ferme et de rêves que nous voulions réaliser ensemble. Lorsque Mark partit le lendemain matin, il me serra de nouveau dans ses bras, me promettant de revenir bientôt. « David, je veux faire partie de cette ferme, » dit-il. Pas seulement en tant que visiteur, mais en tant que famille. J'acquiesçai, le cœur gros. Tandis que sa voiture disparaissait au bout de la route, je restai debout à côté de grand-père, le regardant, et je sus que c'était le début d'un nouveau chapitre. Non seulement pour la ferme, mais pour nous, les jours qui suivirent me remplirent d'une nouvelle énergie. Mark avait allumé. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi, la conviction que la famille ne se résume pas seulement aux liens du sang, mais aussi à ceux qui choisissent de vous soutenir. Comme grand-père me l'avait dit un jour, notre ferme apicole, qui portait désormais fièrement le nom de Coleman, prospérait. Des pots de miel s'alignaient sur les étagères des magasins bio de tout l'Oregon. Et nous recevions des commandes de si loin que j'ai dû embaucher un employé supplémentaire pour gérer l'emballage et l'expédition. J'ai commencé à rêver plus grand. Non seulement d'agrandir la ferme, mais aussi d'en faire un symbole de résilience pour ceux qui se relèvent après avoir chuté. Mais la vie, comme je l'avais appris à la guerre, ne laisse jamais le confort s'installer bien longtemps. Un après-midi, alors que je vérifiais les capteurs de la ruche sous un soleil radieux, une voiture argentée s'est arrêtée devant le portail de la ferme. J'ai cru que c'était un client, mais lorsque la porte s'est ouverte, ma poitrine s'est serrée. C'étaient mes parents, James et Linda Coleman, impeccablement vêtus comme pour une fête. Ma mère, vêtue d'une robe à fleurs éclatantes, est sortie avec un sourire forcé. Mon père, vêtu d'un vieux costume, les cheveux poivre et sel échevelés, j'ai scruté la ferme comme pour en évaluer la valeur. Grand-père, assis sur le porche, s'est levé, le regard froid et perçant comme l'acier. David, mon fils, a dit ma mère d'une voix douce mais artificielle, comme si elle jouait un rôle dans une pièce de théâtre que je n'avais aucune envie de. Regardez. Il faut qu'on parle. Je suis resté là, serrant un cadre de ruche, sentant le passé ressurgir, menaçant d'engloutir tout ce que j'avais construit. Grand-père s'est approché de moi, sans rien dire, mais sa présence était comme un mur solide, me rappelant que je n'étais pas seul. James, Linda, a dit grand-père d'une voix basse et ferme. Que fais-tu ici? Ma mère a hésité, jetant un coup d'œil à mon père pour le soutenir. Mon père s'est éclairci la gorge et s'est avancé avec un sourire forcé et amical. Nous savons que nous avons eu tort. Nous voulons nous excuser. Nous voulons nous réunir comme une vraie famille. Ces mots me parurent doux, mais je vis les yeux de mon père s'agiter comme s'il calculait quelque chose. Ma mère intervint. David, on a vu ta ferme en ligne. Tu as tellement réussi. On veut juste en faire partie. Je restais figé, le cœur battant. Je voulais les croire qu'ils regrettaient sincèrement d'avoir changé. Mais le souvenir de cette veille de Noël où il m'avait traité d'inutile et mis à la porte me hantait encore. J'ai regardé grand-père et il a légèrement secoué la tête, comme s'il savait exactement ce que je pensais. James, Linda, dit grand-père d'une voix égale mais glaciale. Tu as pris mes économies, tu les as dilapidées, et maintenant tu reviens quand David a réussi. Tu pensais que je ne verrais pas clair dans ton plan? Le visage de ma mère pâlit et mon père se raidit. C'était il y a longtemps, dit mon père d'une voix légèrement tremblante. On a eu tort, mais on veut réparer. La colère a monté dans ma poitrine, mais je l'ai retenue, prenant une profonde inspiration. Papa, maman, dis-je, ma voix calme mais résolue. J'ai passé ma jeunesse à prendre soin de cette famille, à envoyer de l'argent à la maison, à tout sacrifier. Mais vous ne m'avez vu que comme une machine à argent.
Quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez tourné le dos. Je n'ai pas besoin de tes excuses tardives. Ma mère a commencé à pleurer, mais je ne savais pas si ces larmes étaient réelles ou juste un autre acte. David, tu ne peux pas traiter tes parents comme ça, a-t-elle dit, sa voix s'étouffant. Nous sommes de la famille. J'ai secoué la tête, ressentant un étrange sentiment de libération en prononçant les mots que je tenais trop longtemps. La famille n'est pas les gens qui me poussent à sortir quand j'en ai besoin le plus. Ma famille est maintenant grand-père Marc et les gens qui sont restés à mes côtés. Le tempérament de mon père s'évasait et il s'est rapproché, me pointant vers moi. Qui pensez-vous que vous êtes, David? Un propriétaire de ferme? Vous êtes encore juste un soldat paralysé qui nous a vécu pendant des années? Ces mots étaient comme une lame, mais ils ne m'ont plus coupé. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je suis David Coleman, l'homme qui a construit cette ferme à partir de rien aux côtés de grand-père, et je n'ai pas besoin de vous pour prouver ma valeur. Grand-père posa une main sur mon épaule, son regard inébranlable. James, Linda, parti, a-t-il dit. Ne reviens pas. Ma mère a essayé de dire quelque chose de plus, mais mon père l'a ramené vers la voiture, marmonnant à ce sujet, ne valant pas le temps. Au fur et à mesure que leur voiture disparaissait, j'ai senti un poids retirer mes épaules. Je n'étais plus en colère. Je me sentais juste soulagé, comme si j'avais finalement coupé les liens, me liant au passé. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Quelques semaines plus tard, a appelé Marc, sa voix débordant d'excitation. David, j'ai une semaine de congé. Je veux revenir à la ferme et j'ai des idées pour l'entreprise. Quand il est arrivé avec une valise pleine de documents et un sourire rayonnant, je savais qu'il ne se rendait pas seulement. Marc avait fait des recherches sur les produits liés à l'abeille, les cosmétiques de cire d'abeille, les bougies parfumées, même les visites d'apiculture pour les touristes. David, nous pouvons faire du miel Coleman. Plus que du miel. Cela peut être une expérience, a-t-il dit, ses yeux étincelants. Grandpa et moi avons écouté Marc disposant ses plans, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir fier. L'enfant qui comptait une fois sur moi pour acheter des manuels était maintenant un jeune homme passionné. Nous avons commencé à travailler ensemble, à expérimenter de nouveaux produits. Marc a conçu une ligne de cosmétiques de cire d'abeille, de hydratants, de baumes à lèvres et nous avons commencé à les vendre en ligne. Les visites de l'expérience apicienne ont attiré des visiteurs de loin. Des familles curieuses des abeilles aux journalistes qui souhaitent écrire sur notre histoire. Marc est resté à la ferme plus longtemps que prévu et nous sommes devenus un trio. Moi, Marc et grand-père. Chaque soir, nous nous sommes assis sur le porche en train de manger des repas simples remplis de rire. Marc s'est de nouveau excusé pour le passé, mais j'ai juste secoué la tête. Vous êtes ici maintenant, et c'est suffisant, ai-je dit. Et du fond du cœur, je savais que je lui avais pardonné. Pendant ce temps, mes parents ont continué à tendre la main, à envoyer des messages, à appeler, même à envoyer une longue lettre de randonnée affirmant qu'ils regrettaient tout et voulaient se reconnecter. Mais grand-père et moi étions d'accord. Nous n'en avions plus besoin. Un jour, alors que Marc et moi emballions une grande expédition de miel pour un client en Californie, il m'a regardé et a dit, « David, je vous ai toujours admiré. Même lorsque les choses étaient à leur pire, vous n'avez jamais abandonné. » J'ai souri, ressentant un morceau que je n'avais jamais connu. « Marc, je n'aurais pas pu le faire sans toi et grand-père, » j'ai répondu. La ferme des abeilles n'était plus une entreprise. C'était une maison, un endroit où moi et les gens que j'aimais avons construit quelque chose ensemble. J'ai toujours été confronté au SSPT, mais les cauchemars étaient moindres. Et quand ils sont venus, je savais que j'avais grand-père et Marc sur lequel s'appuyer. J'ai appris que parfois la famille et les gens que vous choisissez, ceux qui vous tiennent à vos côtés lorsque le monde tourne le dos. Alors que je me tenais dans les champs d'abeilles en regardant les abeilles danser, je savais que mon voyage n'était pas terminé. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais Coleman au nez, grand-père Marc, et moi-même, David Coleman, un homme qui a trouvé la lumière dans l'obscurité et qui continuerait à se battre, non pas hors du devoir, mais sans amour. Les années qui ont suivi à la ferme des abeilles ont été une série de jours significatifs. Comme des gouttes de miel doux qui coulent d'un cadre de ruche. Coleman au nez n'était plus une entreprise. Cela faisait partie de la communauté. Nous avons élargi nos opérations en produisant non seulement du miel mais aussi des produits de cire d'abeille, des bougies parfumées, des hydratants. Des baumes à lèvres et l'expérience apiculte que Marc avait suggérée. Les petits bus ont amené des touristes de Portland, Seattle et encore plus loin à la ferme pour entendre notre histoire,
pour savoir comment les abeilles vivent et travaillent en famille. Je me tenais souvent devant la foule, partageant mon voyage, pas en tant que soldat ou vétéran blessé, mais comme un homme qui a trouvé un but parmi les abeilles. Je n'étais plus le David Coleman avant, le soldat accablé par la famille, le fils trahi, ou l'homme tourmenté par le SSPT. J'avais encore des cauchemars. Nuit où je me suis réveillé trempé de sueur, mon cœur battant comme si j'étais de retour dans le désert fumé. Mais ils sont venus moins souvent, et quand ils l'ont fait, je n'avais plus peur. Je sortirais, je me tiens parmi les champs d'abeilles, j'écoutais leur bourdonnement régulier et je sens mon cœur s'installer. Grand-père a dit un jour que les abeilles nous apprennent à vivre, à travailler ensemble, jamais égoïstes, à ne jamais abandonner la leur. J'ai appris cela non seulement des abeilles, mais de grand-père, de Marc et de moi-même. Marc est devenu une partie indispensable de la ferme. Il s'est déplacé en permanence de Seattle à l'Oregon, apportant son énergie et ses idées créatives. Ensemble, nous avons construit un site web pour Coleman Honey, où les clients pouvaient commander en ligne et lire notre histoire. Marc a également suggéré d'ouvrir un petit stand à la ferme où les touristes pouvaient acheter des produits et déguster du café infusé au miel sur place. David, nous ne vendons pas seulement du miel. Nous vendons de l'inspiration, a-t-il dit. Et je ne pourrais pas être plus d'accord. Chaque pot de miel, chaque bougie, chaque visite faisait partie de notre voyage. Un voyage de surmonter la douleur, de redécouvrir la passion et de construire une vraie famille. Grand-père Henri, bien que bien plus de 75 ans, a travaillé sans relâche. Il aimait s'asseoir sur le porche, regarder Marc et moi s'allumer, taquinant parfois que nous faisions une raquette et dérangeons ses abeilles. Mais j'ai vu ses yeux s'allumer chaque fois que les clients félicitaient notre miel ou un journal local écrit sur Coleman Honey. Un jour, il m'a retiré et m'a tendu une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un cahier rempli de ses conseils d'apiculture manuscrits de sa jeunesse ainsi que des rêves gribouillés d'étendre la ferme. Je n'ai jamais pensé que je vivrais pour voir ce jour, a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion. Mais vous et Marc l'avez fait, David. Je l'ai serré dans ses bras, mon cœur chaud, sachant que c'était le plus grand cadeau que je puisse lui offrir, transformant son rêve en réalité. Mais tout n'était pas parfait. Mes parents, James et Linda, n'ont pas abandonné. Ils ont continué à envoyer des messages, à appeler et sont même apparus dans un journal local prétendant être l'inspiration derrière mon succès. J'ai lu l'article, je les ai vus parler de la façon dont ils m'ont toujours soutenu et été fiers de leur fils, et j'ai fait un sourire. Marc, quand il l'a vu, était furieux et voulait les affronter, mais je l'ai arrêté. Ils ne valent pas notre temps, Marc, dis-je. Ils ne sont plus notre famille. Grand-père, assis à proximité, hocha la tête. Laissez-les vivre avec les choix qu'ils ont faits, David. Vous nous avez, et c'est suffisant. Grand-père et moi avons décidé de couper tout contact avec eux. J'ai bloqué leurs chiffres, supprimé des messages non lus et me suis concentré sur le présent. Je ne ressentais plus de colère ou de douleur quand je les ai pensés. J'avais appris de grand-père que le ressentiment ne pèse que le cœur et je ne voulais plus porter ce fardeau. Ma famille était grand-père, Marc, Sarah et Tom. Les gens qui ont travaillé avec nous à la ferme et les clients qui ont envoyé des notes de remerciement pour un pot de miel ou mon histoire. La famille est celle qui choisissent de vous soutenir, pas celle qui se présente uniquement lorsque vous réussissez. Un après-midi d'automne, alors que les champs d'abeilles brillaient sous la lumière dorée et l'odeur des fleurs sauvages, je me tenais dans la ferme, regardant les ruches soigneusement alignées et les abeilles bourdonnant sans relâche. Marc guidait un groupe de touristes, leur montrant comment vérifier une ruche sans surprendre les abeilles. Grand-père était assis sur le porche en lisant un vieux livre, son chat âgé recroquevilla à côté de lui. J'ai souri, ressentant un morceau que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai pensé à mon voyage d'un jeune homme plein d'idéaux rejoignant l'armée à un soldat blessé, un fils abandonné par sa famille et maintenant un homme qui a trouvé un sens aux choses les plus simples. J'avais tellement perdu. Une partie de mon corps, des amis comme Jake et une famille que j'avais tout sacrifié pour tenir ensemble. Mais j'avais gagné beaucoup plus. Une passion, une maison et une vraie famille. Coleman Honey était devenu un symbole dans la communauté locale. Nous avons été invités à prendre la parole lors de foires agricoles contactées par les écoles pour organiser des ateliers apicoles pour les étudiants. Une fois qu'une petite fille d'un groupe de tournée s'est courue et m'a serré dans ses bras, disant « Je veux grandir comme toi ». J'ai ri, tapoté la tête et dit « Tu vas aussi longtemps que tu n'abandonnais pas ». Ces mots, j'ai réalisé que je voulais dire mon jeune moi. Un soir, alors que Marc, grand-pa, et moi nous sommes assis pour dîner,
Les côtes vitrées familières de miel de grand-père, j'ai parlé de façon inattendue. Grand-père, Marc, merci les deux. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Marc sourit, ludique, frappant mon épaule. David, je suis celui qui devrait vous remercier. Vous m'avez montré ce qu'est une vraie famille. Grand-père a simplement souri, a élevé son verre de cidre fait maison et a dit, à Coleman Honnet, et à nous. Alors que je me tenais pour nettoyer la table, j'ai regardé par la fenêtre, voyant le clair de lune baigner les champs d'abeilles, les faisant scintiller comme des étoiles au sol. J'ai pensé à mon voyage, à mes cicatrices, à la fois visibles et invisibles, et comment je les avais surmontées. Je n'étais plus le soldat portant des fardeaux, plus le fils demandant l'approbation. J'étais David Coleman, un homme qui a trouvé la lumière dans l'obscurité. Et je savais que peu importe ce que l'avenir tenait, je continuerais à avancer avec amour, avec passion et avec ma vraie famille. Mon histoire se termine ici dans les champs d'abeilles, où le rhum me rappelle que la vie, aussi difficile, vaut toujours la peine de se battre. Et si jamais vous vous sentez perdu, n'oubliez pas que la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de ceux qui choisissent de vous soutenir. Et parfois, la lumière que vous recherchez est juste devant vous. Si seulement vous osez avancer.